Alors, je propose qu'on se présente, histoire que les gens sachent quand même qui on est. On n'a pas de cavalier, donc je vous laisse commencer. Alors, Madame Adou, parent d'élève, d'une élève qui est en 4e au collège Bienvenu-Martin. Moi, je suis Julien Fillon, je suis enseignant au collège Bienvenu-Martin. J'entame ma 15e année au collège Bienvenu-Martin, j'enseigne les maths. Vanessa Papin, enseignante également au collège Bienvenu-Martin. Toute nouvelle arrivée, mais très engagée du coup. Et Louis Campagnico, donc je suis professeur d'histoire, de géographie et d'EMC au collège Bienvenu-Martin depuis la rentrée 2007. Alors, on a souhaité faire un point presse pour parler de la situation, puisque finalement, on a du mal à savoir où veut en venir la collectivité. Je parle du département. Et nous semble important de pouvoir nous exprimer parce qu'il y a tout un tas d'informations, mais j'utiliserai des guillemets quand même pour parler d'informations, en tout cas de choses qui ont été dites, écrites, aussi bien dans la presse que diffusées de toute façon. Et on pense qu'il y a nécessité de revenir là-dessus et d'apporter quelques précisions. Puisqu'il y a des contre-vérités qui ont été énoncées, en tout cas des choses qui ont été posées comme des vérités et qui ne le sont pas. Donc nous, on a un devoir d'informer le public, les Auxerrois, sur cette question et en tout cas sur la situation de Bienvenu-Martin, du collège Bienvenu-Martin, puisque bien évidemment ces contre-vérités, elles desservent, on va dire, l'avenir, ou en tout cas elles sont préjudiciables à l'image que peuvent avoir les gens de la situation. Et il pourrait prendre pour vrai tout un tas comme je le disais, un certain nombre de contre-vérités. Alors on aimerait, nous, aborder plusieurs points. Et la première chose qu'on aimerait aborder, c'est l'aspect collège de proximité. Donc le collège Bienvenu-Martin, c'est un collège qui a été construit à la fin des années 60. C'est un collège qui a encore aujourd'hui une mauvaise image dans la communauté de l'Auxerrois. Parce qu'à une époque, déjà quand même assez reculée, c'est un établissement qui a été difficile, comme beaucoup d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire à l'époque. Dans ce collège, on a des collègues qui sont là depuis 25 ans, qui ont participé à l'apaisement du climat scolaire, dans le sens où un lien a été établi avec les familles, un lien très étroit. Le fait d'avoir dans l'équipe, je dirais, entre 60 et 70% des personnels. Je suis désolé, excusez-moi. Le fait qu'on ait à peu près 60% de l'équipe qui est fixe, qui est stable. Donc je disais des collègues qui sont là depuis au moins 25 ans, puis d'autres qui sont là depuis une quinzaine d'années. C'est un collège si vous comparez avec d'autres collèges du département, finalement, on est celui où il y a le moins de turnover. Donc ça, c'est un élément important de toute la littérature scientifique qui explique comment on peut prendre en charge les publics, les élèves qui sont scolarisés en REP. En tout cas, un des éléments qui permet de faciliter cette prise en charge, c'est la stabilité de l'équipe. En tout cas, c'est montré comme tel. Donc ça, c'est déjà un élément fort. Aujourd'hui, on a établi un lien très étroit avec ces familles qui nous permet d'avoir un suivi, c'est-à-dire qu'on a été mis en place dans ce collège, alors bien avant qu'on y arrive, des pratiques pédagogiques, des pratiques en lien aussi avec les relations avec les familles. C'est par exemple ce qu'on appelle, nous, la remise des bulletins, le fait qu'on voit tous les parents, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réunion parents-professeurs comme ça peut se faire ailleurs, mais on a des remises de bulletins. Alors maintenant, ça s'est répandu, hein. C'est pas que à Bienvenu-Martin, mais en tout cas, le collège a été précurseur, comme d'autres réseaux d'éducation prioritaire ailleurs en France. Donc ça veut dire que les parents nous donnent un coupon, ils remplissent un créneau horaire, ils viennent, et donc là ils sont reçus par l'équipe pédagogique et on remet le bulletin et on explique à peu près où en sont les élèves. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé depuis dans les réseaux d'éducation prioritaire. Donc ça, c'est ce qui nous permet de défendre cette proximité. Notre collège, c'est un collège de proximité, il est implanté dans le quartier, qu'on appelait autrefois ZUP, qu'on appelle maintenant ZUS. ZUS, oui. ZUS. Et on voit que ce lien, en fait, il est lié justement à la proximité, à sa présence géographique, à sa situation géographique. Si
comme il est prévu, en tout cas comme nous le craignons, hein, même si ce n'est pas clairement dit, si ce collège ferme, ce lien, on peut parler de lien social, ce lien va disparaître. Or, on sait très bien que pour ce qui est de la scolarisation des enfants des milieux populaires, le fait de la proximité entre les équipes pédagogiques et les familles, c'est un vecteur important, en tout cas c'est un des paramètres importants qui permet de mener à la réussite des élèves. La distance avec l'institution scolaire, et pas seulement géographique, ça veut dire que ce lien sera à reconstruire. Alors, en plus, dans des établissements qui risquent de voir les effectifs augmenter, c'est prendre un risque important. C'est prendre un risque important et on ne voit pas trop quel est l'intérêt de prendre ce risque. Alors on va peut-être discuter après des raisons qui poussent peut-être le département à vouloir prendre ce risque. En tout cas, nous, on pense que ce collège, il a son rôle à jouer en termes de cohésion urbaine. Hier soir, il y a un papa du quartier qui a vu déjà passer certains de ses enfants, en tout cas moins deux de ses enfants par le collège, enfants qui font des études derrière. C'est ce qu'il expliquait. Il expliquait dans notre quartier, il y a des enfants qui viennent d'ailleurs, des villages aux alentours, qui viennent dans le quartier côtoyer nos enfants. Et ça permet aussi une ouverture vers l'extérieur. Donc ça permet, cette mixité sociale, elle permet aussi de s'ouvrir et puis de voir que dans la société, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous. C'est ce qu'on nous vend dans les discours, c'est ce qu'on nous vend dans les grandes déclarations. Et donc là, on a un exemple de fonctionnement de mixité sociale. Et au nom de la mixité sociale, on nous explique qu'il faut dispatcher nos élèves ailleurs. Donc on a du mal à comprendre cela. Mais c'est vrai aussi, la réciproque est vraie, puisqu'on a des parents des villages extérieurs à Auxerre qui sont très attachés au fait que leurs enfants soient scolarisés dans ces établissements, parce que ça leur donne aussi une ouverture. Puis de donner aussi une autre image du quartier. Moi, je trouve ça très important d'avoir ce mélange-là, et puis de voir que, du coup, tout le monde s'intègre à tout le monde. Ce qui est surprenant pour les gens qui arrivent, pour les collègues qui viennent la première fois, et puis je me rappelle quand Madame Morin est arrivée, ce qui l'a surprise, c'est ça. C'est le fait que ces élèves, finalement, il n'y a absolument pas de tension entre eux. Alors, il y a des tensions dans un collège comme il peut y avoir entre collégiens, mais il n'y a pas de tension liée à la provenance, liée à l'origine sociale. Donc, finalement, on se dit que c'est un collège qui fonctionne. Et au nom d'un certain nombre d'arguments qui nous ont été apportés, en tout cas qui ont été présentés comme justifiant une hypothétique fermeture du collège, ou en tout cas l'idée qu'on pouvait y réfléchir, ces arguments, pour nous, ça ne tient pas. Ça ne tient pas face aux enjeux sociétaux qu'il y a derrière. Je répète, en termes de cohésion urbaine et de lien social. Ce collège est important, les gens du quartier y sont attachés. Nous y sommes attachés parce qu'on s'investit, on s'y investit, on a construit. Et il faut vous dire une chose, c'est que si des enseignants sont dans un établissement depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est qu'ils font un peu plus que leur métier d'enseignant. On peut parler d'une forme de militantisme social, pas d'engagement chez nous, il y a très peu de gens qui sont... en tout cas au moins encartés dans les organisations syndicales. Alors après, partis politiques, je ne peux pas vous dire. C'est des gens qui ont le sentiment d'accomplir une mission. Une mission auprès de ces jeunes et auprès des familles. Alors c'est pas toujours facile, n'empêche qu'ils ont fait le choix de rester. Moi je propose de m'arrêter pour l'instant, puis d'écouter un peu d'écouter la maman. Alors moi, en tant que parent d'élève, je veux que le collège Manuel-Martin reste ouvert. Nous voulions, nous en tant que parents, on ne va pas se laisser faire. S'il y a d'autres actions à faire, on en fera. Déjà, il y aura une manifestation le 16 mars qui est là samedi, à partir de 11h. Et de toute façon, on ne se laissera pas faire, pas du tout. On ne comprend pas pourquoi le conseil départemental nous laisse comme ça, sans nous donner de réponse, sans nous dire quel sera l'avenir de nos enfants. Alors que je trouve ça très important. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'ils comptent faire quand même. Mais nous, en tant que parents, de toute façon, on se battra jusqu'au bout. Et avoir un résultat positif. Et le 28 mars, alors moi j'incite tous les parents
à ne pas envoyer leurs enfants au collège pour protester contre les projets du département de casser les collèges auxerrois. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que mon collègue a dit, notamment sur l'engagement des professeurs, je vais parler de ma propre expérience qui n'est pas très longue au Collège Bienvenue Martin, parce que ça fait ma 2e année que j'enseigne, et il se trouve que voilà, alors je suis là, et effectivement c'est un collège qui fonctionne, avec une équipe qui est extrêmement soudée, qui est en communication permanente avec les familles, avec les élèves, et on trouve vraiment justement un sens, peut-être plus qu'ailleurs, à notre métier. Je suis arrivée il y a 2 ans, je n'étais absolument pas rassurée parce que, comme l'a dit M. Campagnico, le collège avait une mauvaise réputation et je n'avais enseigné qu'en lycée. Et donc je suis arrivée ici. J'étais pas du tout rassurée de faire classe, de faire cours devant des classes auxquelles je n'avais été absolument pas habituée et peut-être un public auquel je n'avais pas été habituée non plus. Et il se trouve qu'au bout d'1 an, j'en ai plus retiré que les autres années d'enseignement que j'ai effectuées ailleurs. Tout simplement parce qu'il y a ce petit truc, cette petite chose en plus qui fait qu'à Bienvenue, on se sent bien. Étant remplaçante, j'ai pas été remutée l'année suivante à Bienvenue, j'en ai pleuré tellement que je me sentais bien. Et pour l'instant, je ne vois pas enseigner ailleurs qu'à Bienvenue Martin. C'est une catastrophe si le conseil départemental décide de le fermer. Pourquoi on a des craintes vis-à-vis de cela? On a des craintes vis-à-vis du conseil départemental. Tout simplement, première chose, parce qu'en 2016, il y a déjà un projet qui avait été voté pour justement fermer Bienvenue Martin. Et il se trouve également que depuis cette chute de fenêtre au mois de décembre, le conseil départemental nous propose des arguments qui ne sont que des réponses partielles finalement, ou qui sont des réponses que l'on pourrait peut-être qualifier de douteuses vis-à-vis de l'engagement des travaux, vis-à-vis de tout ce que le conseil départemental a la charge de faire pour ce collège. Pour ne prendre que quelques exemples concrets, la première chose qu'on a demandé, bien évidemment, ce sont des algécos, ce sont des modulaires, des préfabriqués, de façon à ce que tous les élèves en fait restent sur Bienvenue Martin. Il se trouve qu'on nous a opposé l'argument selon lequel il fallait des fondations, notamment pour des algécos. Cette information donnée est un petit peu, précaire dans le sens où il faut une étude, en fait, clairement de la dalle pour savoir si elle peut supporter les algécos, mais ce n'est qu'une étude de la dalle en fait. Il ne faut absolument pas recouler une dalle de béton ou refaire des fondations. Combien de fois on a vu, que ce soit dans les fêtes foraines ou ailleurs, des modulaires qui étaient simplement montés sur cale. Donc cette histoire de fondation, elle n'est pas forcément clarifiée pour l'instant. Deuxième chose, le conseil départemental, à chaque fois, avance les obstacles qu'il pourrait y avoir à ne pas installer d'algéco pour le retour de tous les élèves à Bienvenue Martin, ou au moins d'une partie des élèves. Je crois, dans l'Auxerrois, qu'on est à peu près le seul collège, enfin dans l'Auxerrois ou le collège j'y connais, on est le seul pour lequel on nous a dit que de toute façon, c'était clairement non. Qu'il n'y aurait pas d'algéco, alors que le collège de Chalui, lorsqu'il y a eu des travaux, n'a pas eu besoin de négocier pour avoir des algécos, ils les ont eu tout de suite, et les travaux se sont engagés sans énormément de délai. Idem pour Hayan, qui les a encore, les algécos d'ailleurs, puisque du coup, les travaux ne sont pas terminés. Autre exemple concret, en 2012, à Migène, l'école Marcel Pagnol a subi un incendie. Dès la rentrée de septembre, l'école a eu des algécos. 14 divisions, 320 élèves pour les ordres de grandeur. Donc nous, on est à 17 divisions, c'est juste pour amener le chiffre. Donc là, incendie au mois de juin, et en septembre, il y avait des algécos. En tout cas, la municipalité avait fait le nécessaire pour qu'il y ait des algécos. Et justement, je pense que ça vaut le coup de préciser quand même que sur cette question des algécos, qui en fait ont cristallisé le refus du département, le département d'emblée a décidé que les algécos n'étaient pas possibles au collège Bienvenue Martin. Or, en prétextant
Premier élément, première contre-vérité, que les circulations ne seraient pas possibles dans l'établissement, puisque le bâtiment, il y a peu de place pour circuler pour passer le long du bâtiment. Ce que nous avions proposé est de les mettre sur des plateaux sportifs qui ont été refaits récemment. Donc nous avons investigué de notre côté et finalement, en nous adressant à la municipalité, on s'est rendu compte que la municipalité était prête, puisqu'il y a un parking tout neuf qui a été refait, était prête à étendre le périmètre du collège, quitte à empiéter sur le parking, pour pouvoir justement y installer des Algeco et pouvoir bénéficier quand même d'une cour de récréation suffisamment grande. Donc là, voilà un obstacle qui est levé en fait. Un obstacle qui avait été présenté comme insurmontable. Donc ce que dit ma collègue et ce qu'on a en tête, au vu de ce qui nous a été présenté, puisque nous avons reçu M. Gendreau, M. Marchand, Mme Leger et Mme Mounès dans le cadre d'un conseil d'administration au collège, face à ces obstacles qui sont présentés comme insurmontables, nous avions des réponses à apporter. Sur cette question de la situation d'urgence, donc dans la poursuite de l'action des Algeco, on nous a dit que c'était pas possible, qu'il y a des délais à respecter pour les marchés publics. Or, nous nous sommes rapprochés d'un cabinet d'avocats qui a l'habitude de traiter ces situations-là et qui nous a expliqué qu'en cas de situation d'urgence, le législateur a prévu des dispositions justement d'urgence, qui est que les délais sont raccourcis. Il y a une partie des procédures qui ne sont plus indispensables, comme la publicité, la mise en concurrence. Donc, nous avons porté ces éléments à la connaissance du département qui visiblement n'était pas au courant. En tout cas, nous a dit qu'il n'était pas au courant. Ce qu'on a un peu de mal à croire, puisque c'est quand même dans leur prérogative. En tout cas, M. Gendreau a bien répété à plusieurs reprises que la situation, c'est une situation d'urgence. Nous nous demandons pourquoi est-ce que du coup on n'agit pas en conséquence. Alors on sait que le département a fait beaucoup pour qu'on puisse être accueilli dans un bâtiment à Denfert-Rochereau. Nous n'avons jamais mis ça en question. Ce que nous mettons en question, c'est pourquoi, depuis le 6 mars 2018, date à laquelle le préfet a dit que ce collège ne fermerait pas et qu'il ne fermerait jamais, pourquoi est-ce qu'au département, justement, on n'a pas lancé ces procédures? Pourquoi est-ce que ce travail n'a pas été fait? Il y a aussi quand même une chose qu'il ne faut pas oublier sur le collège Benjamin Martin. Ça fait quand même quelques années qu'il a le meilleur taux de réussite. Grâce à un encadrement, quand même, on remercie les enseignants pour tout leur travail qu'ils font pour nos enfants. Mais là au jour d'aujourd'hui, vu que nos enfants ont un mal-être, malheureusement, ils se sentent vraiment pas bien du tout. Et ça, on le ressent sur les enfants, quoi. On voit qu'ils sont vraiment perturbés, ouais. Sur ces questions de réussite, alors effectivement l'année dernière, en juin dernier, oui, il y a eu un taux de réussite qui était encore plus important et qui était au-dessus de la moyenne départementale et au-dessus des taux de réussite de certains autres collèges de l'Auxerrois. Ce qui compte aussi, c'est pas simplement le taux de réussite au brevet. Ce qui compte, c'est de mettre ça en relation, c'est ce qu'on appelle en fait la plus-value. C'est-à-dire de mettre ça en relation avec l'origine sociale, ce qu'on pourrait appeler le capital culturel d'origine des enfants, et de voir que ces enfants, en fait, que dans notre établissement, il y a moins d'écart que dans d'autres, justement par rapport à la provenance sociale des élèves. C'est-à-dire que l'écart entre des élèves qui seraient issus de catégories sociales favorisées et avec des élèves qui seraient issus de catégories sociales moins favorisées, et bien cet écart, il est moins évident que dans d'autres établissements. Donc ça veut dire qu'en gros, on arrive à faire ce pourquoi on est là. Pas mieux qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est notre mission ici. Et on peut rajouter qu'il y a aussi un gros travail sur l'orientation de nos élèves. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réussite sur l'orientation de nos élèves qu'on connaît très bien. C'est vrai qu'on travaille en réseau, en fait on fonctionne vraiment en réseau. On travaille beaucoup avec les écoles du quartier, Courbet, Renoir, pour ne pas les citer, qui sont dans le réseau d'éducation prioritaire. Notre institution d'éducation nationale nous a toujours encouragés à être stable, à avoir des équipes stables, ce qu'on a fait. C'est vrai qu'à Benjamin Martin, on a été quand même assez précurseurs sur plein de choses.
On travaille en toute confiance avec les familles nous confient leurs enfants, et c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait donc sur l'orientation et les résultats de nos élèves après le collège, qui sont d'ailleurs souvent dans les lycées auxerrois, donc que ce soit en lycée professionnel, en lycée général, eh ben, sont bons. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu un très bon taux de réussite au DNB. Et voilà, le travail qui est fait porte ses fruits. Alors on a bien conscience, parce que ces arguments pédagogiques, en tout cas notre action en tant que professionnel d'éducation, on a déjà eu l'occasion de le défendre. En fait, c'est une façon de défendre si on peut appeler ça un bilan, en tout cas du travail qui est fait ici. On sait bien que ça porte peu jusqu'au département. On sait très bien que ce ne sont pas des arguments qu'ils prennent en compte. En tout cas, on comprend bien que ce ne sont pas des arguments qui peuvent les amener à changer de position. Alors du coup, nous, on a d'autres arguments. On a des arguments qui dépassent le champ de nos compétences professionnelles qui sont en lien avec l'enseignement. Nous, on jette un regard plus global. Et finalement, on est très étonné de voir face à nous des gens qui n'ont pas ce regard, qui ne prennent pas les choses dans leur globalité et qui finalement n'ont pas d'approche systémique de l'échec ou de la réussite scolaire. On sait aujourd'hui, grâce à la littérature scientifique, alors là, pour le coup, on a déjà donné des conseils de lecture aux élus du département, parce qu'on pense que c'est important lorsqu'on gère une collectivité et un budget à 400 millions, et qu'on nous dit qu'on va faire qu'on a un plan d'investissement pluriannuel qui est de l'ordre de 60 millions, on se dit que forcément, ces gens qui ont décidé de dépenser 60 millions sur le budget départemental, alors c'est pas 60 sur 400, parce qu'il y a une petite nuance, c'est comme ça qu'on nous a présenté les choses, sauf que comme c'est un plan sur 5 ans, on ne peut pas dire que ce soit sur 400 millions. Si c'est sur 5 ans, il faut multiplier le budget par 5, parce que sinon c'est pas 60 millions sur 400 millions. Enfin bref, c'est une petite subtilité, mais qui, à l'arrivée, peut faire la différence. On a expliqué, puisque ce que nous a renvoyé M. Gendreau lors du conseil d'administration, et c'est important que ce soit dit publiquement, en tout cas que les gens l'entendent, il nous a dit qu'en fait il payait suffisamment de minima sociaux, qu'il payait le RSA plus de 50 millions par an. Alors moi, ce que j'aimerais qu'il dise, c'est pourquoi est-ce qu'il donne cet argument-là lorsqu'on parle du collège Bienvenue Martin. J'ai ma petite idée là-dessus. Ça veut dire que le département a dépensé 16 millions d'euros pour la rénovation de Denfert-Rochereau, 15 et quelques, sachant que le budget initial a été multiplié par 2, une dizaine de millions dans les autres établissements de l'Auxerrois. Alors nous, pourquoi la facture a l'air moins élevée comme ça? C'est parce qu'en fait le collège, et là il y a très peu de gens il y a beaucoup de gens qui ignorent ça à Auxerre, dans l'Auxerrois, vous le savez parce que vous êtes déjà venu dans le collège, mais ce collège de l'intérieur, il est refait déjà. Il est refait. Et d'ailleurs, M. Gendreau, lorsqu'il est rentré au réfectoire, il y a peu de temps ensuite au conseil d'administration, il s'est rendu compte que c'était neuf. Et il l'a verbalisé de manière à ce qu'on s'en est rendu compte, si vous voulez. Donc, il y a comme un problème à ce qu'une collectivité dont le président s'apprête à proposer un vote, puisque c'est comme ça que ça devrait se passer, alors on ne sait pas trop quel vote, en tout cas un vote dans lequel il demandera s'il faut faire ou pas les travaux à Bienvenue Martin. Et moi, ce qui nous surprend, si on met de côté tous les arguments qui ont été présentés depuis tout à l'heure, c'est comment une collectivité qui a déjà dépensé autant d'argent dans un collège va s'arrêter et va laisser ce bâtiment à l'abandon. Parce que nous sommes aussi des contribuables. C'est M. Gendreau qui nous l'a dit. Et donc, en tant que contribuable, je m'interroge sur la manière dont le département utilise l'argent de nos impôts. Et dans la manière dont les choses sont présentées, vous voyez, vous ne souhaitez pas payer plus d'impôts en tant que contribuable. A priori, on n'en sait rien. Comment il peut le savoir? C'est un argument alors fallacieux, au possible. On pense que si on doit payer des impôts, autant que ça serve à la jeunesse. Et justement, si on investit dans la prévention, nous pensons, et c'est notre credo, en tout cas c'est comme ça qu'on voit notre action auprès des jeunes, si on investit dans la prévention, peut-être qu'on sera moins dans la nécessité d'être dans la compensation. Et là, pour le coup, je me dis,
on peut dire à M. Gendreau que si on est dans la prévention, peut-être que dans 10 ans, on versera moins de minima sociaux. En tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Mais nous pensons que sa grille de lecture n'est pas simplement en lien, sa grille de lecture de la situation, on va dire qu'elle va jusqu'à 2 ans. Et dans 2 ans, on sait très bien ce qui va se passer. Dans 2 ans, on va revoter. Et c'est vrai que les parents du quartier, nous-mêmes, les gens de l'Auxerrois, sont des contribuables et des électeurs. Et des parents d'élèves. Oui, vous voulez dire voter pour les élections citoyennes et non pas. On est bien d'accord. Concernant le collège. C'est ça, c'est exactement ça. Et on pense que, en ayant connaissance de ce fonctionnement, du risque que fait peser le département en imaginant déstabiliser le fonctionnement des collèges, parce qu'on peut tout à fait présenter les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des communautés éducatives en place, il y a des établissements qui fonctionnent. Alors on a parlé d'une autre parce que c'est celui qu'on connaît le mieux. Quand on voit l'importance qu'il a pour le quartier, quand on voit l'importance qu'il a aussi au niveau de l'aire urbaine, peut-être, on se dit que c'est un pari quand même très risqué, en se basant simplement sur des estimations démographiques, sachant que la démographie n'est pas une science exacte. Imaginons que dans une petite dizaine d'années, les flux qui arrivent sur Sens, finalement arrivent jusqu'à Auxerre. Et qu'on a fermé le dernier collège REP de l'Auxerrois, et que finalement on se rend compte qu'on en a besoin d'un autre. Donc ça veut dire qu'on n'a pas voulu payer 5 millions, mais qu'on aura l'argent pour en construire un nouveau entre 10 et 15 millions d'euros. On pense que c'est un risque que le jeu en vaut pas la chandelle. En tout cas, en tant que collectivité qui agit dans l'intérêt de ses habitants, on pense que le compte n'y est pas. Le risque est d'autant plus fort dans la mesure où mon collègue parlait de déstabilisation. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que la DAZEN et les représentants du rectorat sont venus pour nous proposer une répartition des élèves. C'est paru dans la presse, donc il n'y a rien de nouveau. Répartition que l'on a refusée. Parce que, effectivement, on est toujours sur cette idée de risque. Ça veut dire que si on répartit, annoncé comme tel provisoirement, les élèves sur l'Auxerrois, parce que pour l'instant c'est une répartition provisoire qu'ils auraient aimé nous annoncer, on ne voit pas comment c'est possible, dans la mesure où, finalement, en plein milieu d'une scolarité, vous allez envoyer des élèves de 5e, 4e, dans des classes avec des camarades qui n'auront jamais vu, ils n'auront plus leur professeur, plus leur collège, plus leurs repères. Déstabilisation également aussi pour les élèves de 6e qui ont fait leur rentrée dans un établissement plutôt familial, avec du lien, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Et là, vous les envoyez dans des collèges qui vont devenir à ce moment-là des grosses structures. Or, d'un point de vue tout à fait objectif, on sait que les grosses structures, ça ne fonctionne pas. Il suffit de prendre au niveau des lycées, on étend un petit peu, puisque ça concerne aussi également plus tard tous les établissements de l'Auxerrois. Mais je voudrais prendre un exemple très concret, où par exemple, cette année, à Toussy, ils sont 30 par classe, en collège. On sait que 30 élèves par classe, ce n'est pas gérable. Nous, en tant que professeurs, on le sait, les parents le savent, et les parents aussi de tout l'Auxerrois, je m'avance peut-être un peu, mais je pense pas tant que ça, savent que quand il y a des surcharges d'effectifs dans les classes, c'est très compliqué. Les élèves qui se retrouvent en difficulté, qui ont plus peut-être le loisir de progresser dans des petites structures, dans des classes qui ne sont pas surchargées, ici vont être noyés au milieu de la masse. Ça va créer des classes-usines, des collèges-usines, enfin des établissements-usines. Ça risque quand même d'être très 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 compliqué de ce point de vue-là. Si Bienvenue Martin disparaît aussi, d'un point tout à fait objectif, c'est le dernier établissement républicain qui disparaît du quartier. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, on est entre la ZAC et la ZUP, et on accueille aussi les petites communes autour d'Auxerre. Alors, le conseil départemental avait émis l'idée d'envoyer tous nos élèves, une grosse partie de nos élèves, du coup, à Denfert-Rochereau. Ce qui ferait à peu près, en fonction des effectifs actuels, ce qui ferait à peu près un collège aux alentours de 800 élèves. Ce qui est énorme pour un collège. Alors oui, la structure est immense, ça on vous l'accorde. Ceci dit, il va y avoir des problèmes techniques autres qui se poseront.
Donc autant du point de vue technique, parce qu'on sait que le conseil départemental, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure également, il réfléchit en chiffres. Et on ne peut pas non plus lui reprocher de réfléchir en chiffres, que ce soit en effectif ou en financier, parce qu'il faut les financer, les travaux, de toute façon. Mais en même temps, Monsieur Gendreau a rappelé en début d'année de scolaire qu'il avait à cœur le bien-être des collégiens. Et là, on se demande finalement pourquoi et comment peut-il affirmer d'un côté qu'il a à cœur le bien-être des collégiens et que ça ne lui pose absolument aucun problème de créer des grosses structures, de déstabiliser des populations, parce que ce n'est pas seulement les populations du quartier qui seront déstabilisées ou des communes alentours, c'est toutes les populations aussi des autres collèges auxerrois qui tout d'un coup vont perdre également leur repère parce qu'on leur impose une surcharge d'effectifs. Et je dis le mot effectif parce qu'on parle pas, ici on parle plus d'élèves à ce stade-là, on parle simplement effectif, on parle en chiffres, on parle en nombre. Donc, du coup, on a du mal à comprendre effectivement la logique et le risque. Alors, je vous propose un exemple sur ces questions très pratiques. C'est-à-dire, on nous dit d'Enfer Rochereau peut accueillir jusqu'à 800-900 élèves. Ok. On a vu, là, nous, depuis le mois de janvier, nos élèves de 4e et de 3e qui étaient demi-pensionnaires, alors certains le sont devenus, donc devaient déjeuner à d'Enfer Rochereau. Sauf que la réfectoire n'est pas du tout équipée pour accueillir au bas mot pratiquement 200 élèves de plus, ou 150 élèves de plus. Alors qu'est-ce qu'il montre? Ce qu'il montre, c'est que vous avez des élèves qui, depuis, mangent tous les jours à 11h ou 11h30. Puis vous en avez d'autres qui arrivent pour manger, il est 1h, 1h10. Quand les cours reprennent à 1h25, ça fait un peu juste. Donc c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste un détail, c'est-à-dire que ce collège, en tout cas si la rénovation a été faite un peu en grand, c'est pas le cas pour toutes les parties de cet établissement. Donc c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes de fonctionnement, tout simplement. Si vous vous baladez un peu dans les couloirs de d'Enfer Rochereau, les questions de circulation d'élèves posent problème, parce que les couloirs ne sont pas très larges, et donc si on y rajoute, on va dire, 150 élèves ou 200 élèves, ça fait quelques classes en plus, donc là on a des vrais problèmes de sécurité qui risquent de se poser, dans un établissement qui est neuf. Sans oublier d'un point de vue général le climat scolaire également. Alors forcément, après vous avez des effets sur le climat scolaire, c'est-à-dire que si vous avez 150 élèves en plus à surveiller dans la cour, donc même si vous avez les assistants d'éducation en plus, il y a un risque de déstabilisation. Il y a un risque de déstabilisation important pour nos élèves par rapport à un certain nombre de règles, justement, éducatives qu'on avait mises en place dans notre établissement, qui fait qu'on se rend compte que nos élèves, dans notre établissement, respectent. Alors, il y a des incivilités, comme dans tous les collèges, mais finalement, on se rend compte qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on peut observer aussi de la part des élèves du collège d'Enfer Rochereau. Alors, c'est pas du tout pour balancer ou quoi, mais n'empêche qu'on a créé un cadre éducatif bienveillant. Et pour s'en rendre compte, il suffit de voir que les élèves eux-mêmes sont très attachés au collège, puisque si vous passez dans les couloirs n'ont pas été refaits, n'ont pas été repeints depuis, de l'intérieur. Alors, dans le bâtiment, sur les 2 étages, de toute façon, ils ne pourraient pas parce que c'est des structures en bois, mais sur le rez-de-chaussée, il y a peu de dégradation, très peu de dégradation, et même sur le mobilier scolaire. Donc ça veut dire qu'on a réussi à créer ce cadre qui fait qu'on arrive, le vivre ensemble, à Bienvenue Martin, ça veut dire quelque chose. Alors c'est une chose qui est souvent mise en avant par l'institution, et du coup ça va me permettre aussi de parler, puisque ma collègue a évoqué cette réunion qui s'est tenue hier soir, je pense qu'il faut qu'on dise haut et fort, parce que le département pourrait profiter du fait que Madame Partouche n'a pas vocation à prendre publiquement la parole dans les débats sur la question du collège Bienvenue Martin et sur les projets du département pour le schéma directeur des collèges, c'est qu'en fait l'institution est derrière nous. Elle nous soutient. Et elle n'a pas du tout pour intérêt de fermer le collège. Et ça, ce serait bien que tous les membres du conseil départemental l'entendent pour qu'ils ne puissent pas s'en prévaloir pour justifier leur vote le cas échéant. Donc, il faut que les gens entendent que l'entité qui menace et le collège Bienvenue Martin et le bon déroulement, en tout cas la scolarisation des collégiens de l'Auxerrois, on va dire dans des conditions, dans de bonnes conditions, c'est le département. Et pour preuve, donc j'ai cité tout à l'heure le fait que le département n'avait pas du tout engagé de travail, ou même pas commencé à réfléchir
sur la manière dont il allait pouvoir financer les travaux, sachant qu'entre-temps, la municipalité avait tendu la main à M. Gendron en proposant, et pour nous, ça nous semble quand même assez significatif de l'importance de ce collège pour le quartier, en termes de cohésion urbaine, en tout cas pour la municipalité, c'est que le maire d'Auxerre a annoncé qu'il était prêt à mettre plusieurs centaines de milliers d'euros, et même jusqu'à 500 000 euros, pour participer. Sachant que ça ne relève pas de sa compétence. Sachant qu'il y a une procédure qui a été effectuée pour... alors, ce quartier est en pleine rénovation urbaine. On est dans le deuxième acte de la rénovation urbaine, mais malheureusement, le collège qui est de l'autre côté de l'avenue Végan n'était pas dans le périmètre de ce qu'on appelle l'ANRU. Eh bien, il y a eu un dossier, il y a une demande de dérogation justement pour étendre le périmètre de l'ANRU et pour que le collège donc, puisse bénéficier des fonds de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc, si on part de la proposition de Monsieur le maire d'Auxerre, plus éventuellement de ce qui pourrait être apporté par le fait que le collège puisse bénéficier des subventions ou des dotations de l'ANRU, on approche une somme qui serait pas loin de 2 millions d'euros. Sur un total à 5,3, c'est pas négligeable. Alors bien évidemment, ces choses demandent à être précisées, mais nous on est très étonnés du fait que le département ne saisisse pas la main tendue de la municipalité. On nous avait dit que M. Gendron était quelqu'un d'ouvert, on nous avait dit qu'il était prêt à collaborer avec la municipalité, mais nous on ne demande qu'à voir. On ne demande qu'à voir, pourquoi il ne saisit pas cette opportunité? Mais la décision est rendue à ce sujet sur ces dossiers en septembre ou octobre. Oui, oui. Donc c'est après la rentrée. Oui. Et donc ça pose problème. Alors pourquoi? Ça pose problème parce qu'il y a une incertitude. Il n'est pas certain que ce dossier figure dans la Convention. D'accord. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, oui. Alors, alors ça c'est pour l'ANRU, donc c'est vrai qu'on aura la réponse un peu tardivement, mais en tout cas pour ce qui est de la proposition, alors même si on imagine qu'effectivement pour l'ANRU il y a eu cette incertitude, on peut quand même imaginer que par rapport aux propositions qui ont été faites, par rapport au fait de pouvoir accueillir des Algeco, par rapport au fait que ce qu'on pourrait considérer comme étonnant, c'est pourquoi le département a financé tous les collèges où il avait commencé à entamer des travaux, et pourquoi pas celui-ci. Et donc en voyant cette difficulté, la municipalité tend la main, et là du coup on se pose des questions par rapport à ça. On espère que alors c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors moi j'ai pas une connaissance assez fine de tous les territoires de France pour pouvoir dire que c'est une synergie qui pourrait être inédite. Je ne sais pas si ça ne s'est pas déjà produit ailleurs. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Et puis, ça pourrait montrer qu'on peut travailler, même si on n'a pas forcément les mêmes compétences, on peut travailler ensemble dans l'intérêt du territoire. Parce que c'est quand même souvent ce qui est avancé. Et dans les actes, c'est pas souvent ce qu'on... En tout cas, on n'a pas pu le constater très souvent ces dernières années. Et on nous avait dit que l'arrivée d'un nouveau président du conseil départemental allait pouvoir le permettre. Donc on espère que cela se produira. Ce qui est étonnant également, juste pour compléter un petit peu, c'est que on sait que les travaux à Bienvenue-Martin sont censés être faits depuis extrêmement longtemps, depuis 2002 je crois. 2003, pardon. Depuis 2003, on sait que les travaux doivent être faits à Bienvenue-Martin et que depuis cette date-là, il n'y a aucun devis n'a été posé sur la table. Donc on entend des informations, un certain nombre peut-être de vérités ou de contre-vérités, comme le disait mon collègue tout à l'heure, notamment qu'il y aura un problème au niveau de la structure, de l'établissement, du bâtiment. Le seul problème, c'est que l'équipe pédagogique n'a eu aucun document, n'a vu personne finalement se déplacer pour réellement réaliser des devis avec des montants pour justement prouver que les travaux ne sont pas faisables, ou peut-être faisables d'ailleurs, hein, l'un dans l'autre, ils sont effectivement peut-être pas faisables, ce n'est pas la parole de M. Gendron qu'on est en train de remettre en cause, mais on trouve qu'on a un manque certain d'informations de ce point de vue-là. Au niveau des devis, au niveau du délai des Algeco, on nous annonce 16 mois, alors que, comme l'a rappelé mon collègue, ce n'est pas le cas. On peut réduire les délais. On peut également, si c'est une question de finances, dans des situations d'urgence, si c'est déjà vu dans certaines communes où justement il y avait eu des soucis, que certaines entreprises mettent à disposition gratuitement des Algeco également. Donc finalement, il y a toujours des solutions à trouver, à apporter. Nous, on s'est renseignés, on ne s'est pas renseigné pendant des mois là-dessus.
On a juste passé quelques coups de fil et on s'est rendu compte finalement que des solutions, il y en avait. Et on se pose la question si finalement le conseil départemental, là, à l'heure actuelle, est réellement décidé à engager une action en faveur du collège Bienvenue Martin. Donc c'est vraiment toutes ces questions qu'on se pose. On est d'autant plus en droit de se les poser, parce qu'on pourrait le dire comme ça, le département n'a pas fait preuve d'une grande bienveillance à notre égard. En tout cas à l'égard de la communauté éducative, et que ce soit les parents, les enfants et les personnels, de manière globale. Et puis on a l'impression quand même que dans nos échanges, dans les échanges qu'on peut avoir, on a du mal à communiquer, c'est-à-dire être dans un échange constructif. On avance des solutions, et on avance des idées, des pistes, et puis ce qui nous est renvoyé, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Finalement, très peu de choses sont possibles, sauf le fait de dire que ça coûte trop cher. Alors que nous, en tant que parents, on a donné des solutions. Donc, si nous, on donne des solutions et qu'on a juste comme réponse « c'est cher », comme par exemple quand on avait demandé les Algeco, on nous dit c'est trop cher. Alors que il y a des fonds qui peuvent se débloquer, je rejoins tout ce qui a été dit à côté. Le problème de quand vous dites c'est trop cher, c'est d'ailleurs quel message vous envoyez socialement. Quel message vous envoyez aux gens les gens qui sont en face de vous et qui écoutent ce que vous leur dites. C'est ça le problème. Le problème, c'est que finalement, est-ce que finalement, les gens qui habitent ce quartier, puisqu'il y a à peu près 60%, plus de 60% des enfants qui viennent de Sainte-Geneviève et de Saint-Siméon, finalement, est-ce que 5 millions, est-ce que c'est pas trop pour eux? Et donc là, derrière, il se dessine des choses qui sont un peu moins reluisantes, des choses, je crois, que par pudeur, on n'ose pas aborder. Je crois que des choses qu'on n'ose pas aborder. Alors, on a des questions électoralistes, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais nous, on aimerait que ces soupçons, parce que maintenant, on en est arrivé un peu là, hein, on a des soupçons d'autres choses. Finalement, peut-être que les gens du quartier ne méritent pas d'avoir leur collège rénové jusqu'au bout. Voilà. Je pense que c'est une question légitime qu'on a le droit de se poser. Alors, on aimerait bien que la situation soit plus claire, en fait. C'est ça qui ressort. Hein. La situation est absolument pas claire. Et on se demande pourquoi le département ne peut pas être un peu plus clair. Ne peut pas être un peu plus clair, puis finalement assumer une des dernières compétences qui lui reste. Comme le dit M. Gendreau, tous les mois, en tout cas au mois de septembre dernier, Au fil de Lyon, à la rentrée, assurer le bien-être de tous les collégiens du département, en finançant, en tout cas en décidant de financer les travaux à Bienvenue Martin. Voilà ce qu'on peut... On a fait le tour, je crois. Ce qu'on avait envie de vous dire, et puis ce qu'on avait aussi envie de partager avec les Auxerrois, parce qu'on se rend compte que finalement le niveau des informations sur cette situation, qui quand même dure depuis longtemps, même si on a eu une petite pause entre mars et décembre, un peu de répit, on se rend compte que c'est une situation qui dure, et on trouve que là nos élus sont vraiment pas à la hauteur. En tout cas, ils envoient tout un tas de signaux. Et je terminerai par là. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit ma collègue sur la place de l'école républicaine dans les quartiers populaires. Et fermer un collège de plus de 400 élèves, presque 420 élèves, c'est un risque qu'on fait courir, pas seulement aux habitants du quartier, qu'on fait courir à toute la communauté urbaine, peut-être même à tout le département, et peut-être même, à une partie de la nation. Je pense qu'il faut, comment des élus, des gens qui, à certains moments, portent l'écharpe républicaine, font des beaux discours, le 8 mai, le 11 novembre, comment ces gens, à un moment donné, ils peuvent penser que pour faire quelques économies, on peut fermer le dernier établissement qui est
l'éducation prioritaire d'une commune de 37 000 habitants, comment on peut penser que, comment ils peuvent penser qu'ils font le job, ils font leur travail en mettant en danger des élèves qui ont besoin d'une petite structure pour réussir. Alors, vous savez, on n'est pas plus intelligent et pas plus bête que les autres. On regarde ce qui se fait. Qu'est-ce qu'a décidé le ministre de l'Éducation actuel en tout cas, qu'est-ce qu'il a mis en place? Le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans l'éducation prioritaire. Et comme par hasard, on s'est rendu compte que les élèves apprenaient beaucoup mieux, qu'ils apprennent plus vite à lire, qu'ils apprennent plus vite à écrire. Et ça, on le sait parce qu'on a des collègues avec qui on est en contact dans les écoles du quartier qui nous l'ont dit. Donc ça veut dire que si ce collège disparaît, parce que là c'est pareil, il faut qu'on mette les choses au point sur le fait qu'on ne peut pas transférer la REP. Ça c'est un mirage, c'est un mythe, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Ça ne peut pas se faire, ça ne se fait pas comme ça. Donc nous on aimerait quand même que les gens entendent que ce qui a été avancé, ce qui a été écrit, ce qui a été publié, ça ne peut pas se produire. Et qu'il y a une mission là qui est en train de réfléchir à ce que va devenir le label REP, qui rendra son rapport prochainement. En tout cas, la nouvelle carte scolaire, la nouvelle carte de l'éducation prioritaire qui devait être en fonction à la rentrée prochaine ne sera pas en fonction à la rentrée prochaine, et ce sera possible, ce sera certainement qu'en 2020. Donc ça, ce sont des scénarios qui ne pourront pas se produire. Je voulais, voilà, on pense qu'il y a. Vous dites que, pour être clair, si vous, enfin, oui. Je ne voudrais pas ne pas avoir bien compris. D'accord. Le transfert de la REP ne peut pas se faire. Ça n'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. La carte a été fixée en 2014 et elle devait être fixée en 2019. Il y a une commission qui est à l'étude, de savoir qui est en train de réfléchir à comment faire évaluer le label REP, parce qu'on pourrait considérer qu'on pourrait faire mieux. En fait, je crois que l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, puisque l'idée de la REP, c'est quoi? C'est un traitement inégalitaire pour garantir une forme d'équité. C'est donner plus, en fait, à ceux qui ont moins. Donc là, ce que s'apprête à faire le département, c'est retirer ces aides, qui ne sont pas des aides qui viennent du département, mais qui viennent de l'État. Ce sont des moyens supplémentaires. Donc pourquoi courir le risque de perdre ces moyens en mettant des élèves qui peuvent réussir dans des structures où il y a des classes à 20, 25, on va mettre ces enfants dans des classes à 30, et ces élèves, il y a deux choses. Ces élèves vont perdre pied. Ces élèves vont perdre pied. Pourquoi? Parce qu'il faut un accompagnement pédagogique au plus près, et que les collègues ne pourront pas y répondre pour deux raisons. Parce que la prise en charge de ces élèves qui peuvent à certains moments rencontrer plus de difficultés que d'autres, ont besoin d'un accompagnement particulier, qui fait appel à des compétences professionnelles particulières qui sont en lien avec la formation. Et donc, c'est pas parce que vous êtes un mauvais prof si vous ne pouvez pas prendre en charge, c'est juste si vous n'avez pas été formé, tout simplement. Et donc, il y a un ensemble de gestes professionnels qui sont en lien avec le fait d'enseigner dans l'éducation prioritaire. Et ça s'apprend pas en 6 mois. Ça s'apprend par la formation, ça s'apprend par des années d'expérience. Donc nous, on pense que ceux qui vont trinquer dans l'histoire, ce sont ces élèves-là. Et c'est pas une histoire de malveillance de la part des collègues, c'est juste une histoire de formation et d'expérience. Alors c'est des collègues qui sont capables de prendre en charge un autre public, et nous on pense... Aussi. Comment? Et de nombre également, oui, parce que quand nombre. on est 30 sur une heure de cours, c'est clairement pas possible de toute façon d'intervenir auprès des élèves les plus en difficulté à chaque fois. Nous, ce qu'on peut faire là, à l'heure actuelle, maintenant, puisqu'on est dans des petits effectifs. On a des petits effectifs, et c'est l'essence même de l'existence de ces réseaux. Justement, le fait d'en avoir fait des réseaux, ça permet aussi un travail avec le premier degré, et là, c'est quand même assez important, puisqu'il y a un rapprochement qui se fait. Il y a un rapprochement qui se fait, des échanges qui se font. Alors, si tu veux en parler... Oui, parce que... Justement, le label REP ne se décerne pas, c'est-à-dire qu'il y a des critères pour être en REP, c'est-à-dire que c'est basé sur les catégories socio-professionnelles des parents, mais d'élèves, etc. S'il y a un redéploiement, admettons, les élèves sont les mêmes, qu'ils soient bienvenus Martin, mais ils seront déployés, qu'ils soient déployés. Ils seront fondus dans la masse, ce qui fait qu'ils ne vont pas répartir le... Excuse-moi. Je t'en prie, mais ils seront parmi d'autres.
Donc après, c'est Voilà. la globalité. Donc ils vont pas répartir le label REP sur les différents Je vois ce que vous établissements. voulez dire. Alors, c'est l'histoire de seuil. C'est ce que pensent des conseillers. Oui, c'est Ils ce que pensent comme oui, ça. Oui, ils pensent comme ça. Mais c'est peut-être penser à l'envers. C'est exactement ça. En fait, si vous voulez, vous pouvez pas en même temps prôner la mixité sociale et vous dire vous allez mettre ensemble les enfants des Rosoirs, de Saint-Siméon et de Sainte-Geneviève. Je veux dire, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique différente, c'est-à-dire de favoriser la mixité scolaire, parce que c'est plutôt de la mixité scolaire que sociale, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc on en parle un peu à tort et à travers, en voulant justifier en fait en voulant justifier une politique qui dit pas son nom, qui est une politique qui va faire des dégâts chez les plus vulnérables. Et justement, le principe de l'éducation prioritaire, c'est ça, c'est être là pour les enfants qui peuvent pas, à la maison, avoir un accompagnement scolaire, en tout cas qui peuvent l'avoir ici, dans le milieu associatif. En tout cas, on est conscient que lorsqu'on travaille dans notre collège, on a un travail supplémentaire. Alors c'est matérialisé comment? Oui, on a une prime, on a une indemnité REP, c'est vrai, qui avait été un peu augmentée en 2014, mais je peux vous assurer que elle est méritée, entre guillemets. Il suffit de voir, alors M. Fillon, lui, il est à même de vous en parler, puisqu'il a aussi une fonction qui est celle de coordonnateur REP, c'est-à-dire que sur son emploi du temps, il est chargé de faire du lien et puis de chapeauter un peu l'ensemble des projets qui se construisent. Justement, quand il y a des prescriptions de notre institution, on a des modèles, c'est-à-dire qu'on doit travailler en priorité certaines choses, on a des conditions de travail différentes, et notamment on doit favoriser la relation avec les familles, par exemple. Et on a des rapports à faire là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas juste une parole comme ça, c'est-à-dire que moi je suis coordonnateur REP du réseau, donc je dois travailler sur le réseau, travailler avec de l'interdegré, travailler avec les écoles du réseau. Si vous regardez un peu la presse, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont faites, notamment en ce moment, c'est assez drôle. Voilà, l'escape game, je pensais à ça. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'on se connaît tous, on travaille avec les familles, il y a une vraie confiance, et on fait aussi des rapports à l'institution. Moi, je suis coordonnateur REP, par exemple, c'est dans les textes. Chaque réseau d'éducation prioritaire doit avoir un coordonnateur qui va faire des bilans, qui va faire des retours sur les résultats aussi, parce que c'est pas juste faire des choses pour être joli, c'est est-ce qu'il y a une plus-value, etc. Donc il y a tout un travail qui est mis en œuvre, et surtout, par exemple, la première chose à faire, c'est faire un projet de réseau sur 4 ans. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on vient de faire, d'ailleurs, il y a 3 mois, on a donné notre projet de réseau, qui est pour les 4 prochaines années. Donc, vous voyez, 4 mois après, on nous dit qu'il n'y aura peut-être plus de réseau. Donc on a travaillé dessus, on s'est tous engagés, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais c'est vrai que c'est bien de le dire aux gens, c'est-à-dire que c'est pas juste un nom comme ça, c'est vraiment une façon de travailler différente, et qui tient compte des élèves que l'on a, et qui assure aussi leur évolution et leur évolution sociale, parce que je reparle de l'orientation, c'est vrai que je suis peut-être mal exprimé, mais il ne faut pas juste regarder les résultats au brevet, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être cohérent par rapport à leur parcours, parce que le parcours on le connaît depuis le début, et des fois on va favoriser une orientation cohérente, c'est-à-dire peut-être vers un lycée professionnel, alors que si on l'envoie en seconde, c'est peut-être mieux pour les chiffres, si vous voulez, mais non, l'important c'est qu'ils réussissent en seconde. Et si on regarde justement les résultats des élèves qu'on a envoyés en seconde, ils sont plutôt très bons. Mais on a envoyé peut-être moins d'élèves en seconde que d'autres collèges. Mais ceux qui y sont allés ont de très bons résultats. Tout ça, ça se calcule, c'est vrai que c'est une vision un peu à long terme, ce qu'on ne voit pas forcément. Ce que tu veux dire, c'est qu'on n'a pas, mène pas de politique du chiffre, en fait, clairement. Si on compare avec d'autres établissements, on a effectivement un taux d'accès à la seconde générale et technologique qui est un peu moins bas. Par contre, on a un faible taux de réorientation en seconde. Donc ça veut dire qu'en gros, on est au plus près des besoins des élèves par rapport à cette question-là. Alors ça demande un travail particulier, ça demande de rencontrer les familles. Alors ce que demande aussi l'institution, hein, on fait des entretiens personnalisés d'orientation, on reçoit les familles, on construit avec eux dans la durée. L'idée c'est de les accompagner parce que pour beaucoup de familles, et encore plus dans les milieux populaires, l'école, c'est un monde un peu, pas étranger, mais c'est un monde avec lequel c'est un monde qui n'est pas facile à côtoyer, on peut le dire comme ça. Pas simplement par rapport à la barrière de la langue, parce que vous avez des gens qui s'expriment très bien en français, mais c'est plus une distance, on va dire, culturelle. Pour une partie d'entre eux, une partie d'entre eux est scolarisée ici, mais pour une autre partie, non. C'est en lien aussi avec la maîtrise de la langue, et puis aussi avec l'idée que peut-être, à tort, mais on ne peut pas le leur reprocher, certains parents ont l'impression de ne pas être à la hauteur, ou peut-être... Ça, nous, on a réussi, moi, quand j'entends parler, alors j'ai aussi d'autres fonctions dans le cadre de l'éducation prioritaire, et j'entends parler aussi comment ça se passe ailleurs. Et en fait, on a toujours l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que peut-être, il faut qu'on en fasse plus.
Et parfois, quand on fait des comparaisons avec comment ça se passe ailleurs, on dit que finalement, ça se passe pas si mal. Ça aussi, ça fait du bien. Nous, notre problème, c'est que vous voyez tous ces arguments-là, sociaux, sociétaux, et puis sur demain, sur ce que va être demain, sur ce que ces gamins vont devenir. Et nous, on pense que le département, alors ça, ils s'en foutent, mais alors, en tout cas, c'est ce qui nous renvoie. Et nous, on aimerait avoir une autre impression. On aimerait avoir une autre impression, on aimerait que ce soit dans ses préoccupations. Alors nous, on comprend que des gens qui ne soient pas du milieu de l'éducation ne comprennent pas ça, parce que c'est pas forcément évident à comprendre. Mais ça fait quand même un petit moment qu'on leur répète. Et du coup, on a parlé hier, des actions à mener. Alors hier, on a refusé en bloc la répartition, comme l'a dit, mais là-dessus, ça a été unanime. Il y avait des gens qui étaient venus pour nous parler de notre sort à nous. Ce dont on n'a jamais parlé. On a dit qu'il n'était pas encore temps de le faire. On a dit que pour l'instant, cette répartition, il était beaucoup trop tôt. Et donc en action. Donc la prochaine action, ce sera samedi. Donc on demande à tous les Iconais, tous les Auxerrois qui se sentent concernés, puisque il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que il risque d'y avoir un effet domino si le département votait, si les élus du département votaient la fermeture du collège Bienvenue Martin, il faut imaginer que ça va impacter bien évidemment les collèges de l'Auxerrois, mais aussi les communes d'où proviennent ces élèves, parce que vous avez des élèves qui viennent dans les collèges de l'Auxerrois, mais qui viennent d'autres communes. Et comme ça avait été le cas en 2017, où des enfants de Seignelay et d'Héry finalement avaient été réaffectés sur Saint-Florentin, ce risque existe toujours. Ce risque, parce que c'est ce que va dire le département. Oui, mais on va réaffecter une partie des élèves qui viennent de l'extérieur. Ouais, sauf que là, il va y avoir un impact aussi à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on pense que ça ne concerne pas que les Auxerrois, même si peut-être un peu plus. On pense que ça va avoir des effets aussi dans l'Auxerrois, on va dire, élargi. Donc on pense que... Mais on a déjà des retours de gens qui habitent pas Auxerre, des gens qui habitent alors les villages aux alentours et qui disent qu'ils seront là samedi. Ils seront là parce qu'ils pensent que ça les concerne. Et puis aussi des gens qui n'ont pas forcément d'enfants scolarisés en collège, mais qui se sentent concernés par la question. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, la question de l'éducation, c'est une question centrale. C'est une question centrale dans une société. Quand on se dit que sur un territoire, une assemblée qui gère un budget de plus de 400 millions d'euros va fermer un établissement parce qu'elle ne peut pas financer des travaux à hauteur de 5,3 millions, mais qu'à l'inverse, elle se plaint de la diminution des dotations de l'État et que ça l'amène à payer plus de 50 millions de minima sociaux, vous voyez, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans l'analyse. Il y a comme quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est pas faute de le dire. Donc le 16 mars, samedi 16 mars, au départ de l'Arquebuse, il y aura un défilé dont la destination, l'objectif c'est de rejoindre la préfecture. Il y a les parents qui ont lancé une pétition, qui ont des choses à déposer à la préfecture, il me semble. Pour ce qui est des actions, vous avez entendu Madame Adou tout à l'heure qui appelle les parents des collèges de l'Auxerrois à ne pas envoyer, c'était juste parce que vous m'avez demandé pour les actions, donc je répète ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle appelle les parents d'élèves de tous les collèges de l'Auxerrois à ne pas envoyer leurs enfants au collège pour une action collège mort le jeudi 28 mars. D'autres rassemblements comme ça? Alors, d'autres rassemblements certainement, puisque notre objectif, c'est bien évidemment, c'est de peser, c'est de montrer que qu'on est déterminé. Hier, vous étiez là hier, oui. Donc vous avez pu. Alors je ne sais pas si vous étiez encore là, mais il y a un papa qui a pris la parole et qui a affiché sa détermination. Madame Partouche l'a dit ce matin dans le journal. En tout cas, ça apparaissait. Elle a affirmé que, en tout cas, suite à la réunion d'hier, elle nous avait trouvé très déterminés, et c'est la vérité. Nous sommes très déterminés. Nous avons déjà fait preuve de cette détermination. Nous sommes même, je pense, opiniâtres. On a reçu par la poste aujourd'hui de quoi, on va dire, mettre un peu de couleur dans Auxerre. Voilà ce qu'on peut dire. Donc ça, ce sera aussi une autre action. Les petites mains qui vont travailler. Et voilà. Donc on a, si vous voulez, on a commencé à préparer la colle et on va bientôt tapisser Puis on va passer à la poste les panneaux d'affichage. On a aussi un recours là sur le volet un peu plus juridique.
Donc on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais on le fera prochainement. Un recours Juridique. Juridique. oui. Mais sur quel thème? Sur le thème de la collectivité doit assumer sa compétence. C'est-à-dire il ne suffit pas juste de dire on n'a plus d'argent, on ne peut pas payer 5 millions. Voilà. C'est un bâtiment qui appartient au département. Si le département n'a pas fait le nécessaire, c'est de sa responsabilité. Et on ne voit pas pourquoi les enfants, les parents, un quartier, une aire urbaine, en tout cas une communauté urbaine de près de 40 000 habitants devront en payer le prix. Et le préfet de Lyon, le représentant de l'État, qui s'était tellement engagé au point de dire qu'il ne fallait plus qu'on lui parle du collège Bienvenue Martin, à partir du moment où il a dit qu'il ne signerait pas l'arrêté de fermeture et qu'il apporterait une contribution à travers une enveloppe. On ne l'entend pas. Oui. Il a un rôle, il n'a pas d'arrêté à signer en cas de non-décision de faire les travaux. Alors, sur ce point-là, le préfet avait été clair le 6 mars. Monsieur Latron avait été très clair le 6 mars 2018 en développant tout un propos, en expliquant que ce collège ne fermerait pas, mais qu'il ne fermerait jamais, qu'il ne s'agirait pas d'y revenir à chaque changement de préfet. Donc nous, on pense que pour l'instant, il ne s'est pas exprimé publiquement, donc on pense qu'il... Et je crois savoir, alors ça c'est pas une déclaration publique, mais je crois savoir qu'il a réaffirmé cela il y a peu de temps, alors pas dans le cadre d'un échange public, donc on le laissera donner sa position, c'est ça, on le laissera donner sa position. Actuellement, là, il y a une délégation qui est reçue à la préfecture, des enseignants. Oui, enseignants-parents. Enseignants et parents. 4 parents, 4 enseignants qui sont reçus en ce moment à la préfecture. On sait que monsieur le préfet et madame la rectrice ont été reçus dernièrement au ministère. Donc j'ai envie de dire qu'on devrait en savoir plus bientôt. Après, on peut que spéculer, hein, mais on voit mal comment un représentant de l'État, dont un des soucis, c'est quand même la sécurité. La sécurité et, on va dire, comment on pourrait dire ça, une forme de cohésion, de la cohésion urbaine. On voit mal comment l'État, il ne réaffirmerait pas ce qu'il a dit en mars 2018. Alors oui, il avait dit qu'il apporterait des fonds. Nous-mêmes, il nous avait demandé de commencer à travailler dans le cadre de projets d'excellence, ce qu'on a fait. On a commencé à construire un projet dans plusieurs directions, selon plusieurs axes. Alors et on lui a remis notre copie. Alors il a été visiblement plutôt satisfait. Donc ces projets sont en construction et là vous comprenez que ce qui s'est passé au mois de décembre, ça a mis un petit coup d'arrêt à la poursuite et au développement de ces projets. En tout cas, il y a des projets qui avaient été mis en place, il y a un partenariat qui était pensé. Alors, il y a des choses qui existent déjà, comme un partenariat avec le Louvre, puisqu'on a une galerie d'art qui avait ouvert l'année dernière. Oui, il était question d'un mot d'en faire un collège d'excellence. C'est ça, un collège d'excellence. Donc nous avons travaillé, on avait envisagé un travail avec Sciences Po et autour de l'éloquence, de la rhétorique, comme ça a pu se faire dans le cadre du concours Eloquentia en Seine-Saint-Denis. On a aussi commencé à investiguer dans le champ scientifique, c'est-à-dire un partenariat avec une structure qui est à Dijon, mais je ne me souviens plus du nom. Oui, je ne me rappelle plus. Donc l'idée c'est d'emmener des élèves. Avec l'université. C'est avec l'université, donc c'est de leur montrer ce que c'est. Puisque tout à l'heure mon collègue disait, une des missions des réseaux, c'est aussi de travailler sur l'ambition scolaire. Et finalement, parfois on pourrait avoir l'idée que ces jeunes manquent d'ambition. Mais l'ambition, c'est toujours relatif à la connaissance. C'est-à-dire que si on connaît le champ des possibles, on peut, plus le champ des possibles est large, et plus on peut être ambitieux. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de leur montrer ce à quoi ils peuvent avoir accès en ayant des résultats qui leur permettraient. Il ne faut pas qu'ils se freinent parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas les moyens. C'est-à-dire que beaucoup ne vont pas faire d'études parce que juste ils disent aller à Dijon, ce n'est pas possible, par exemple. Donc comme ça, leur montrer que c'est tout à fait possible. Et tiens, justement, le 22 mars, vendredi 22 mars, nos élèves vont passer la journée à Dijon et on devait accompagner. Et ils m'ont dit, on va rentrer à 1h du matin. C'est
Je t'ai trompé ici parce qu'en fait ils vont à l'opéra, ils vont aller assister à l'opéra le soir, donc il y a vraiment une vraie ouverture culturelle et leur montrer que voilà, c'est accessible, c'est pas, on peut y arriver, on construit leur parcours à venir. Ça aussi c'est dans les prescriptions et dans le référentiel de la REP. On s'y tient. Donc il y avait un volet scientifique, un volet donc éloquence, il y avait un volet d'ouverture à l'international. On voulait travailler avec la mission laïque française qui gère les établissements franco-étrangers à l'étranger. Donc vous voyez, on avait commencé à... En tout cas, avec la presse, mais franchement, les projets, on en a toujours... Enfin, on continue ça, que franchement, ça fait aussi quand même partie de l'ADN de Bienvenue Martin, c'est qu'on aurait pu se laisser abattre aussi, et au contraire, je pense on essaie d'en faire presque... Enfin, on tient à faire notre travail jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'on reste dans les clous de la REP, on continue nos projets. Franchement, il y a des projets avec la presse, les classes presse, on a une classe presse. Enfin, il y a plein de choses qui se font grâce aux moyens qu'on nous donne parce qu'on est en REP. On a des défis lecture en interdegré, nos élèves des primaires connaissent le collège. Je veux dire, rien que ça, ils viennent dans le collège, ils font des activités dans le collège. Ils viennent découvrir le collège à l'occasion d'un rallye lecture. Enfin, et vous avez une galerie d'art. Et oui, on avait une galerie d'art. Une vraie galerie d'art. Qui avait ouvert en décembre. Je précise, ce ne sont pas des dessins des enfants qu'on expose, parce que les gens pensent ça. Ce sont des collectionneurs. À tous, ce sont des collections d'art. Qui prêtent leur collection. Alors justement, c'est pas juste pour décorer, justement, la professeure d'art plastique, Madame Busson, donne des carnets, propose des parcours, des activités, invite les classes du réseau à venir visiter et en profiter pour faire un travail dessus. Et ça permet juste déjà de venir dans le collège. Un collège, il y aurait plein de choses à dire. Juste quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure, on parlait de l'intérieur, parce que c'est vrai que, aussi, je ne sais pas si... Nous, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on le connaît ce collège, mais les gens, sans doute, souvent, donc, peuvent penser, puisqu'il y avait des problèmes de sécurité, enfin on ferme ce collège parce qu'il y a des problèmes de sécurité, on peut penser qu'il est vétuste. Enfin, les gens fantasment également. Fantasment, et en fait ce n'est pas du tout à partir de la chute d'une fenêtre. Je vais juste te dire... Il y a des gens de bonne foi qui considèrent que le collège, c'est une ruine. Et bien justement, je voulais juste te dire que... Qui menace et tout le monde pourrait être écrasé par exemple, les murs qui tombent. Depuis peu de temps... Il n'y a aucun mur ni aucune fenêtre qui n'est tombée sur les élèves. On fait une journée porte ouverte où on invite évidemment les parents à venir visiter le collège où ils vont mettre leurs enfants l'année suivante. Et ils sont franchement à chaque fois, quand ils rentrent dans ce collège, ils sont tous étonnés. Déjà parce que c'est familial, déjà c'est rassurant. Enfin, ça dépend, voilà. Mais alors ce qui effraie un peu aussi, c'est bien équipé et neuf. Dixit le conseil départemental, il faut 4 à 5 ans de travaux et il y en a pour 5,3 millions. Mais alors là, le devis, il est. Moi, je crois aussi qu'à partir du moment où l'année dernière, on a décidé, l'État finalement a décidé de garder ce collège, il était quand même convenu qu'on fasse des travaux. Donc, il était quand même convenu qu'il allait avoir un budget destiné à faire des travaux. Donc, on peut considérer aussi que 5,3 millions sur 4 ans, c'est pas un budget démesuré pour faire des travaux. Je veux dire, pourquoi du jour au lendemain, il y a 4 années, ça paraît très long, donc ça paraît un chantier gigantesque. Pas pour des travaux concernant un collège. D'Enfer Rochereau a connu aussi également à peu près 4 à 5 ans de travaux. Ayan, ils sont à combien ? 4 ans, ça dépend si dans les 4 ans, vous rajoutez pratiquement une année pour les procédures, pour les appels d'offres, pour la publicité, pour la mise en concurrence, tout ça. Ce qui nous étonne, et c'est une question qu'on a pu poser assez rapidement. On nous a dit le 20 décembre, quand Madame Partouche est venue nous voir pour nous expliquer la situation, on nous avait dit, donc on travaille, on est en train de réfléchir avec le département, ça se passe bien. De toute façon, M. Gendreau a affirmé haut et fort qu'il n'était pas question pour lui de revenir sur cette question de maintien du collège. Ça, c'est ce qu'on nous a dit le 20 décembre, pardon. Et à cette occasion, puisqu'il y avait des gens des services techniques, donc des gens qui sont au fait des choses, avant qu'on nous dise que les Algeco, c'était pas possible, nous avons posé la question qui est, est-ce que vous pouvez dire que la nature des travaux qui étaient à prévoir à partir du mois de mars, suite à la chute de cette fenêtre, est-ce que la nature des travaux a changé ? Non, la nature des travaux n'a pas changé, puisqu'on ne nous a pas donné la réponse contraire. Donc là, on a eu un blanc, un silence. Donc c'est ce qui nous fait dire que le travail qui aurait dû être engagé, au moins de réflexion, au moins de voir comment on allait pouvoir rassembler déjà au moins peut-être une première partie de la somme pour pouvoir lancer les travaux, ce travail n'a pas été fait. Ce qui nous montre que le département n'avait pas la volonté de le faire. Et là, on est dans une espèce de... Mais c'est parce qu'il y a des travaux partout. Tous les collèges nécessitent des travaux. Absolument tous. Oui.
Mais la Et question ils ne peuvent pas les faire en un an. D'accord. La question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a rénové des établissements? Parce que pourquoi est-ce qu'on a rénové des établissements dont a priori c'était pas prioritaire par rapport à l'état de dégradation, par rapport à l'état de vétusté? Pourquoi est-ce que ces choix ont été faits? Vous savez ce qu'on nous répond aujourd'hui quand on dit ça? On ne va pas refaire l'histoire. Nous, on pense que ces gens-là sont redevables. Ils doivent rendre des comptes, puisque c'est avec notre argent qu'ils font ce qu'ils font. Donc, mais leur position était claire quand même. La décision de fermer. Oui. Parce qu'il y a des collèges qui sont à moitié remplis à Auxerre. À moitié remplis? Oui, à moitié remplis. Vous les citez ou c'est ce que... Non, mais... c'est ce que vous dites, c'est ce qu'ils disent. Oui, enfin, du moins, c'est l'idée qui est exprimée. Oui. À savoir qu'il y a des collèges qui pourraient recevoir d'autres élèves puisqu'ils ne sont pas complets, si j'ose dire. Et c'est valable dans beaucoup de communes du département, à Ancilfranc, en Puisay, à Noyères, des collèges flambant neufs. Alors le problème de ces établissements, en fait l'idée qu'on veut imposer au département, c'est que notre collège appartient à un groupe de collèges qui sont en état de ruine et qui sont sur des dynamiques négatives. Or c'est faux, c'est une contre-vérité absolue puisque notre collège est dans une dynamique positive au niveau démographique. Notre collège a gagné une classe à la rentrée 2018. Il gagnera encore une classe à la rentrée 2019. Donc nous sommes dans une évolution démographique à la hausse qui contredit les projections qui ont été faites. Donc ne serait-ce que sur ce point-là, on n'a rien à voir avec Blénaud, Ancilfranc, Brinon et tous les autres collèges auprès desquels on veut nous associer. Ces établissements, contrairement aux nôtres, sont situés dans des zones rurales. Alors, on comprend bien la stratégie qui est mise en place, c'est de dire que finalement, on va fermer un collège rural et du coup, ça nous permet aussi de fermer un collège urbain. Sauf que ces collèges n'ont pas le même profil, ne sont pas sur les mêmes évolutions, donc c'est complètement différent. À la limite, le seul point commun qu'on aurait, c'est qu'en fait, ces collèges dans les milieux ruraux sont importants pour les villages, parce que c'est un lieu important du village. Le point commun qu'on a, c'est que nous, on a un collège important pour le quartier, éventuellement. C'est-à-dire que, voilà, pourquoi ces collèges ont été rénovés, voilà, c'est pour... Ouais. Non, mais l'idée aussi sur Auxerre, c'était de, entre guillemets, rationaliser. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, voilà, dans un souci de gestion de bon père de famille. Ouais. Mais alors sur la base, effectivement, de chiffres. Le seul problème, c'est que le ratio, il est un petit peu faussé. Et non pas de l'humain, oui. Parce que le ratio, quand on affirme que les collèges de l'Auxerrois sont moitié complets... Affirme, c'est la conclusion. Décidément, la maison de quartier, pardon. C'est contagieux. Si vous permettez, j'aimerais juste terminer sur un chiffre, parce qu'on est sur la problématique de la fermeture, etc., et qu'on met en jeu l'éducation quand même, et qu'on met en jeu l'avenir de l'éducation iconaise. Il faut savoir que dans l'Yonne, il y a 77%, vu que le conseil départemental aime les chiffres, et il y a 77% d'élèves qui sont en difficulté de lecture. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas les fondamentaux vis-à-vis de la lecture, dont 12% qui sont en difficulté sévère. Ça veut dire qu'ils sont à la limite de l'analphabétisation, de l'illettrisme. On peut comprendre pourquoi Lyon est dernier de la classe au classement. Alors l'ANIR apparemment est encore en dessous. Mais ceci dit, c'est un chiffre quand même qui est relativement parlant. Comment voulez-vous fermer un collège de 400 élèves qui fonctionne et dont on a besoin? Quand on annonce ces chiffres-là de difficulté de lecture, ça veut dire d'apprentissage, ça veut dire de déchiffrage d'un courrier administratif, de déchiffrage d'un plan, de tout ce que vous voulez. Ça veut dire que là, on est sur des fondamentaux. Les ministres précédents ont insisté sur le socle commun, etc. On est sur des fondamentaux, la lecture est un des fondamentaux. Et là, on est en train de mettre en péril un des fondamentaux. Donc, juste pour terminer sur ce chiffre-là, puisque M. Gendreau parle avec des chiffres.